Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivre en conscience. Un podcast dédié à celles et ceux qui ont envie de mieux se comprendre, de mettre un peu plus de clarté dans leurs émotions et surtout un peu plus de conscience dans leurs relations. En commençant par celles qu'ils entretiennent avec eux-mêmes. Je suis Dorine Codia, psychothérapeute, auteure et formatrice. On dit qu'il suffit de communiquer pour éviter le conflit, mais est-ce vraiment vrai ? La dernière fois, j'ai dit à mon mari, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une vraie discussion. Vous savez, ces discussions où on prend vraiment le temps de se parler. Pas les conversations logistiques du quotidien. Pas le « tu as pris le pain »,« qui récupère les enfants » ou le fameux « on mange quoi ce soir ?» Non. Une vraie discussion. Une discussion où on parle de ce que l'on ressent, de ce qu'on vit, de ce qui se passe vraiment dans nos vies respectives, dans notre tête et dans notre relation. Et en lui disant ça, je me suis fait une réflexion. Parce que dans beaucoup de conseils relationnels, on entend souvent cette idée qu'il suffit de communiquer. Et que si un couple se dispute ou si il y a un conflit dans une relation, c'est parce qu'elle a manqué de communication. Je me vois moi-même parfois dire à des couples, vous devriez communiquer. Et si une relation ne va pas bien, le vous devriez parler n'est pas une solution magique. C'est comme si, effectivement, je parle de magie, mais c'est comme si la communication était une sorte de solution magique. Un bouton, une formule, un outil qui, une fois utilisé, ferait disparaître le conflit. Mais la réalité dans les relations, dans la vraie vie, dans le quotidien, c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que oui, la communication c'est important, mais elle ne supprime pas le conflit. Elle ne l'empêche pas, elle ne l'évite pas, et parfois même, d'ailleurs j'ai envie de dire, elle peut davantage révéler les conflits. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une réflexion un peu différente, peut-être plus réaliste, plus intimiste, plus humaine, et j'espère plus apaisante. Parce que la vraie question, c'est pas comment ne plus avoir de conflits, mais plutôt comment traverser les conflits sans détruire la relation. Le conflit existe même quand on communique. Et la première chose à comprendre, c'est que le conflit est normal, pour ne pas dire parfois nécessaire. Il est inévitable. Parce qu'une relation, c'est la rencontre de deux mondes, deux histoires, deux sensibilités, deux manières de percevoir la réalité, deux manières d'aimer, deux manières d'avoir peur, deux manières aussi différentes d'exprimer ses émotions. Et forcément, à un moment, ces deux mondes ne vont pas s'aligner parfaitement. Par exemple, une personne peut avoir besoin de parler tout de suite quand il y a un problème, quand elle se sent mal, quand elle est contrariée. Elle a besoin immédiatement de mettre des mots. Elle a besoin de comprendre immédiatement. Alors que l'autre peut avoir besoin de temps pour assimiler, digérer, et donc parfois aussi de distance et de silence. Elle a besoin de réfléchir. Elle a besoin de digérer ce qui s'est passé. Et si ces deux personnes se rencontrent dans un moment de tension, ça peut très vite devenir un vrai conflit. Là où l'un va dire « parlons maintenant », l'autre va dire « laisse-moi tranquille ». Et chacun va penser que l'autre refuse de communiquer, ou en tout cas refuse d'être dans une bonne communication. On se renvoie un peu la balle. Alors que dans ce cas-là, dans cet exemple-là, ils ont simplement des besoins différents. Autre exemple, très fréquent, une personne peut avoir besoin de beaucoup de présence. Elle aime partager, elle aime parler, elle aime les moments ensemble, être avec l'autre, être à deux. Et l'autre peut avoir besoin de beaucoup d'espace, beaucoup de solitude, de moments à soi.
Et là encore, ça peut générer du conflit. Parce que l'un peut vivre la distance comme un rejet, et l'autre peut vivre la proximité comme une pression. Et pourtant, les deux peuvent s'aimer profondément. D'ailleurs, ce n'est même pas un problème d'amour. Et pas forcément non plus un problème de communication. C'est simplement la rencontre de deux fonctionnements différents. Et ça, parfois ça crée des heurts. Souvent, les disputes commencent par ces fameux petits riens. On les appellera les petits riens. Vous connaissez sûrement ce genre de situation. D'ailleurs, j'en avais parlé lors d'un épisode précédent d'une une patiente qui était rentrée tard du travail et son conjoint lui avait fait une réflexion. Il lui avait dit tu aurais pu prévenir quand tu rentres tard. Et en quelques secondes, en quelques instants, ça avait complètement changé l'atmosphère. D'ailleurs, je rebondis dessus, mais je crois que ces réflexions, je mets des guillemets, que l'on peut vivre dans le quotidien, ont souvent une intention de communication. L'objectif, quand quelqu'un fait une réflexion, c'est de communiquer. Alors, certes maladroitement, souvent, mais c'est l'objectif premier. Et en quelques minutes, alors que c'était l'intention de départ, qu'elle était a priori positive, la discussion peut complètement changer de direction. On ne parle plus du sujet de conflit, du sujet de tension, du sujet de réflexion, pardon, parce qu'à ce moment-là, c'est pas encore tout à fait un conflit. On parle d'autre chose. Et ça glisse vers tu ne penses pas à moi, tu es toujours en train de me reprocher quelque chose, le tu exagères, le tu. Ou alors je ne me sens pas compris et je me sens pas bien en fait. On glisse vers le pas bien. Et la discussion ne porte plus sur le sujet initial. Elle devient vite, ou en tout cas elle peut vite devenir une accumulation de reproches beaucoup plus anciens. Et là on peut même parler de collision entre deux sensibilités, entre deux histoires personnelles. C'est à ce moment-là que généralement les disputes prennent des proportions énormes, elles deviennent disproportionnées. Parce que ce qui se joue, ce n'est plus seulement le présent, c'est-à-dire le reproche en lui-même, la réflexion en elle-même, qui est mal reçue ou qui est désagréable, c'est aussi le passé. Des choses qui peut-être se sont accumulées dans la relation. Des moments où l'on s'est senti blessé. Des fois où on a eu l'impression de ne pas être entendu ou de ne pas compter. Tout ressurgit à ce moment-là parce que le cerveau va chercher dans une situation de détresse l'émotion connue. Est-ce que j'ai déjà ressenti ça ? Et oui, ça fait écho, je l'ai déjà ressenti par le passé, dans une autre situation, et donc l'émotion arrive de manière beaucoup plus forte. Et parfois, ça fait remonter donc des émotions encore plus anciennes que la relation elle-même, des peurs de rejet, des peurs d'abandon, des sentiments d'injustice. Et tout cela peut se réactiver à partir d'un détail du quotidien. Il y a des couples qui arrivent au cabinet avec cette croyance qu'ils posent d'emblée que leur problème, c'est la communication. Et c'est intéressant qu'ils utilisent ce mot, parce que dire on a un problème de communication, c'est souvent la manière la plus simple de parler d'une difficulté relationnelle. C'est un mot qui paraît presque neutre en réalité. Mais quand on prend le temps de creuser un peu, on se rend compte que le problème n'est pas seulement qu'ils ne communiquent pas, parfois d'ailleurs même, c'est qu'ils communiquent beaucoup. Ils parlent, ils expliquent, ils argumentent, ils se justifient, ils se défendent. Malgré toutes ces discussions qui peuvent même parfois durer des heures et des heures, ils ont quand même le sentiment de ne pas être entendus, et donc d'avoir des problèmes de communication.
Finalement, on peut peut-être se dire qu'il y a une grande différence entre parler et communiquer. Parce que parler ne signifie pas forcément se sentir compris. On peut discuter pendant des heures et avoir quand même le sentiment que l'autre ne nous voit pas. Et souvent d'ailleurs, derrière cette frustration, il y a généralement quelque chose de plus intime. Le besoin d'être reconnu, le besoin d'être considéré, le besoin de sentir que ce qu'on ressent a de la valeur. Et ces besoins sont généralement nourris par des actes, certes, mais aussi par des mots. Pas des mots pour expliquer, justifier, des mots d'empathie, par de la compréhension. Finalement, par une véritable écoute émotionnelle. Je trouve qu'on s'illusionne beaucoup autour de la communication. Croire que parler suffit. Se dire simplement, mais pourtant je lui parle, je lui ai déjà expliqué, je lui ai dit. C'est différent de communiquer. Il y a une différence entre parler et communiquer. Communiquer, c'est aussi, en plus de parler, écouter, comprendre, ressentir et laisser une place à l'autre. Parfois on parle beaucoup, mais on n'écoute pas vraiment. On parle pour convaincre, on parle pour se défendre, on parle pour avoir raison. Et c'est normal, le besoin d'être compris crie, parfois la douleur, elle aussi crie, et donc parler permet d'évacuer, permet de laisser sortir, permet donc de dire, mais on ne parle pas pour comprendre. Et juste parler, ce n'est pas communiquer. Une deuxième illusion, c'est penser que l'autre devrait comprendre sans qu'on lui explique vraiment. Et je trouve que ça, c'est une attente très fréquente dans les relations. Il devrait savoir, elle devrait comprendre. C'est évident, non mais ça va de soi. C'est la réalité. Oui, je ne sais pas. La réalité, c'est que tout ce qui est évident pour nous ne l'est pas forcément pour l'autre. Parce que nous n'avons pas les mêmes repères, pas les mêmes blessures, pas les mêmes codes, pas la même carte du monde. Et attendre que l'autre devine, c'est souvent préparer une énorme frustration. On risque davantage d'être déçu que d'avoir un besoin nourri, satisfait. Dans beaucoup de relations, ces illusions autour de la communication peuvent créer beaucoup de malentendus. On croit que parler suffit, on pense que l'autre devrait comprendre sans qu'on ait besoin d'expliquer, et parfois on attend même que l'autre devine nos besoins sans avoir à les exprimer clairement. Malheureusement, ces illusions elles ont un effet très particulier dans la relation, parce qu'elles nous donnent l'impression de communiquer, alors qu'en réalité, on ne se rencontre pas vraiment. Parce que chacun reste enfermé dans sa propre manière de voir les choses, dans ses attentes, dans ses interprétations. Et lorsque ces attentes ne sont pas reconnues, eh bien, la frustration apparaît, la déception aussi. Et c'est là que la communication change de nature. Parce qu'on ne parle plus seulement pour comprendre, on parle à partir de ce que l'on ressent, de nos blessures, de nos peurs. Quand on se sent attaqué, on se défend. Quand on se sent rejeté, on accuse. Quand on se sent incompris, on insiste. Et très vite, la conversation devient une lutte. Une lutte pour être entendu, une lutte pour avoir raison, une lutte pour ne pas se sentir coupable. Ce n'est pas de la communication. C'est le mode protection activé. Protection contre l'autre que là, mon cerveau a identifié comme un ennemi. Alors un ennemi qu'on s'entende, hein. Mais voilà, un danger. Un danger émotionnel. Bon, c'est bien beau tout ça. Mais si la communication ne suffit pas, qu'est-ce qui permet réellement d'apaiser un conflit ? Eh bien, la première chose, c'est l'écoute.
réelle. L'écoute de soi. Parce que dans beaucoup de conflits, nous parlons très vite. Nous réagissons, nous expliquons, nous répondons, mais nous ne prenons pas toujours le temps de nous demander « Qu'est-ce que je ressens vraiment à cet instant ?» Arrêt sur image. Figé. Figé comme dans une série américaine que j'ai beaucoup aimée. Je me fige, je m'arrête, ou en tout cas, je force mon cerveau à faire un arrêt sur image pour me demander est-ce que je me sens blessée? Est-ce que je me sens rejetée? Est-ce que je me sens incompris, incomprise? Est-ce que j'ai peur? Parce que très souvent, derrière une réaction forte, il y a une émotion qui n'a pas encore été reconnue. Et tant que cette émotion n'est pas identifiée, nous risquons de parler à partir d'elle sans même nous en rendre compte. Par exemple, quelqu'un peut dire « Tu ne penses jamais à moi ». Mais en réalité, c'est un vécu à l'intérieur qui est autre si je me sens seule ou j'ai l'impression de ne pas compter. Et ça va sortir de manière automatique comme une accusation. Lorsque nous ne sommes pas en contact avec nos émotions, si je ne suis pas en contact avec cette émotion de solitude, ce qui va être exprimé devient une accusation. Et l'accusation appelle presque toujours à une défense. Et c'est pour ça vraiment que l'écoute de soi est importante, parce qu'elle permet de transformer une réaction en compréhension, et donc de transformer une accusation en émotion. Lorsque nous arrivons à faire ce travail intérieur, la communication avec l'autre devient déjà différente. Car l'autre n'entend pas « tu es nul », mais entend « j'ai besoin de toi ». Ça change tout, non ? Une fois qu'on a commencé à s'écouter un minimum, même si c'est imparfait, même si on est encore touché, que c'est pas bien apaisé à l'intérieur, il y a une deuxième chose qui peut permettre d'apaiser vraiment un conflit, c'est l'écoute de l'autre. Mais attention, quand je dis écouter l'autre, je ne dis pas d'être d'accord. Je ne parle pas de s'écraser. Je ne parle pas de dire oui à tout. Je parle d'une écoute très précise, comprendre ce que l'autre vit derrière ses mots. Dans une dispute, tous nos sens sont en éveil. Et donc, on écoute beaucoup la forme, le ton, la phrase, et on se fixe là-dessus. Tu me parles mal, tu exagères, tu dramatises. Sauf qu'à ce moment-là, dans cet objectif de nous défendre ou d'apaiser quelque chose, on n'écoute plus la personne, on écoute la menace. Alors que l'écoute réelle, c'est autre chose. C'est se demander qu'est-ce que ça raconte là, derrière ? Qu'est-ce que, derrière ces mots, il ou elle essaye de me dire ? Je vous donne un exemple concret. Imaginez une scène hyper classique. Une personne dit à une autre « Tu es toujours sur ton téléphone ». Si on entend cette phrase au premier degré, on peut très vite la recevoir comme une critique. Et la réaction peut être immédiate. Non mais c'est pas vrai, et puis j'ai le droit de regarder mon téléphone, tu exagères à dire toujours. Et à ce moment-là, la discussion devient un débat. Chacun défend son point de vue, sa position. Chacun cherche à prouver qu'il a raison. Il y a un fait, il y a quelque chose de factuel, être sur son téléphone, donc on est dans une recherche de preuves pour démontrer que. Mais si on prend un instant pour écouter autrement, on peut se demander, qu'est-ce que cette phrase raconte vraiment ? Derrière, tu es toujours sur ton téléphone, il peut y avoir plein d'autres choses, beaucoup plus simples qu'une intention de critiquer, de faire une réflexion à l'autre. Peut-être que l'autre veut dire « j'aimerais qu'on passe un peu de temps ensemble » ou « j'ai l'impression que tu n'es pas vraiment avec moi » ou alors « j'ai besoin de sentir que je compte pour toi ». Et quand on écoute la phrase à ce niveau-là, la réponse s'ajuste différemment. Au lieu de répondre aux reproches, on peut répondre à ce qui se passe derrière.
par exemple, bon, c'est un peu bateau, hein, je le dis comme ça, mais tu es toujours sur ton téléphone, ça peut être la réponse. Tu as l'impression que je suis pas vraiment présent ou présente avec toi. Est-ce que c'est ça? Ou là, je vois que t'as envie qu'on passe du temps ensemble. On peut le dire sur le ton de l'humour, à adapter en fonction évidemment de votre langage et de la connexion, enfin du mode de communication, du vocabulaire relationnel. Mais l'idée, c'est d'aller à la rencontre de l'autre. Et quand on se rencontre dans nos besoins, il y a quelque chose qui peut se détendre dans la relation. Et ça nous permet de nous rendre compte que ce qu'on cherche, en réalité, dans l'échange, ce n'est pas d'avoir raison, c'est d'être reconnu dans ce que l'on ressent. Et le fait d'entendre l'émotion, la nôtre, celle de l'autre, vraiment, ça permet de faire changer la dynamique de la discussion. Encore une fois, je sais, c'est pas évident, ça demande de l'entraînement, et ça commence avant tout par soi, et c'est pour ça que j'ai vraiment insisté dessus. Je m'écoute moi. J'écoute ce que je ressens. J'écoute ce qui se joue en moi avant d'aller essayer de comprendre l'autre. Je plonge pas dans le bec du loup. Un loup n'a pas de bec, hein. Je plonge pas comme ça. À corps perdu, je prends le temps d'écouter ce qui se passe en moi. Si je plonge directement, si je réagis à l'émotion vive sans avoir pris le temps d'écouter ce qu'elle vient me dire, eh bien, je vais être dans une défense parce que l'autre ne la comprend pas. Si moi-même je ne la comprends pas. Je le dirai jamais assez, je le répéterai encore et encore, derrière l'émotion, il y a presque toujours un besoin. Parce que les émotions ne surgissent jamais par hasard. Si je me sens blessée, c'est que j'ai besoin peut-être de respect ou de considération. Mon besoin de considération n'a pas été nourri. Si je me sens seule, c'est peut-être que j'ai besoin de présence ou de lien qui n'a pas été rencontré. Si je me sens en colère, il est possible qu'un besoin important pour moi ait été ignoré ou bousculé. Autrement dit, l'émotion est le signal qu'un besoin est fait de se faire entendre. Donc, pour pouvoir communiquer, il est important d'être à l'écoute de ses émotions. Pour pouvoir les communiquer à l'autre, qui va pouvoir s'adapter, qui va pouvoir nous communiquer aussi son comment on dit, sa jauge émotionnelle, pour qu'on puisse aussi, dans la mesure du possible, s'y adapter et communiquer de manière à peu près efficace. D'ailleurs, pas que dans les moments de tension, parce que la communication ne se joue pas uniquement dans les moments de tension. Elle est aussi dans tout ce qui se dit en dehors du conflit. C'est parler de ce que l'on vit. C'est parler de ce que l'on ressent, de ce qui est important pour nous. C'est partager ses doutes, ses besoins et ses peurs parfois. Et c'est aussi dire des choses simples. Je suis contente d'être avec toi. J'ai besoin de temps. Aujourd'hui, j'ai eu une journée difficile. J'ai besoin de m'isoler un peu. Une relation nourrie par une communication émotionnelle permet de savoir où l'on en est et où l'autre en est aussi. Pas pour éviter les conflits, mais pour pouvoir, quand ils arrivent, les traverser autrement. Parce que on se comprend, même si on n'est pas d'accord, la relation reste un espace où l'on peut continuer à se rencontrer. Merci d'avoir pris ce temps de réflexion et d'introspection, de partage avec moi aujourd'hui. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à l'envoyer à quelqu'un pour qui ces réflexions pourraient résonner. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en vous abonnant et en laissant une note ou un commentaire. Cela aide vraiment à le faire connaître et voilà, il n'existerait pas sans vous.
N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, à venir m'écrire si vous souhaitez me poser une question ou me proposer une réflexion qui sera peut-être le sujet du prochain épisode. Je reste disponible et toujours ravie de vous lire. N'hésitez pas non plus à découvrir mes outils, mes livres, mes formations sur mon site internet. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos relations, toujours en conscience. À bientôt pour un nouvel épisode de Vivre en conscience.